30 millions d'euros à la clé, avouez que ce serait vraiment trop bête de laisser passer son tour. Ça, c'est sûr. Résultat ce soir sur TF1. À propos d'argent, la Caisse nationale des allocations familiales va renforcer sérieusement son dispositif de lutte contre la fraude. En 2006, on a repéré près de 4000 fraudes, 50% de plus que l'année précédente. Fausses déclarations, faux dossiers, faux noms, des escrocs ne manquent pas d'imagination. Guillaume Hénette avec Christophe Gascard. Voici le monsieur fraude de la caisse d'allocation familiale. Un homme qui n'a pas un travail facile, les dossiers sont nombreux. Mais ici, le message officiel est clair. C'est difficile de frauder, c'est très difficile. On a un système de prestations d'ailleurs tellement complexe, beaucoup de prestations comme tout le monde le sait, beaucoup de contrôles. L'an dernier, la CAF a tout de même repéré 3600 cas de fraude, ce qui représente 35 millions d'euros. Au palmarès des prestations les plus souvent touchées, on trouve en numéro 1 le RMI ou revenu minimum d'insertion, suivi de l'allocation de parents isolés et enfin les aides au logement. Parfois, les fraudes sont spectaculaires. La plus surprenante avait fait la une de l'actualité l'an dernier. En région parisienne, une jeune femme s'était fait passer pour une mère de famille. Elle avait déclaré de faux quintuplés dans 17 caisses d'allocation différentes, soit au total 85 enfants, ce qui, biologiquement, est assez étonnant. Et pourtant, elle avait réussi à se faire verser plus de 100 000 euros. Un cas qui reste exceptionnel et qui a permis au service des fraudes de s'améliorer. On apprend de toutes les fraudes. Et alors spécialement de celle-ci, parce que cette personne disait venir de l'étranger, ce qui était inexact d'ailleurs. Mais en disant venir de l'étranger, n'est-ce pas, on n'a pas à justifier ni à produire de justification de son passé auprès d'une caisse d'allocation familiale de France. Et ça a changé depuis? Tout à fait. Enfants fictifs, usurpation d'identité, fausses déclarations. Pour lutter contre ces types de fraudes, les agents de la CAF ont des outils technologiques de plus en plus perfectionnés. Mais les fraudeurs, eux aussi, ont du matériel de plus en plus pointu. Bref, le jeu du chat et de la souris n'est pas prêt de s'arrêter. Et en Haute-Vienne, 31 personnes, membres de 2 familles, viennent d'être interpellées. C'était de faux RMistes qui travaillaient au noir. Par ailleurs, un drame épouvantable découvert hier soir à Coulogne, près de Calais. Un voisin a retrouvé toute une famille pendue. Un couple d'une 60aine d'années, leurs 2 enfants qui en avaient une 30aine. Suicide familial ou autre chose, personne ne le sait. Beaucoup d'émotions hier soir à Rennes, une marche silencieuse à la mémoire des 3 jeunes disparus dans l'incendie criminel d'un immeuble il y a tout juste une semaine. 2 des 3 corps ont été retrouvés, 1 millier de personnes donc dans la rue pour leur rendre hommage. Je vous rappelle qu'un jeune de 21 ans a avoué avoir mis le feu et qu'il a été incarcéré. Et puis un autre incendie qui aurait pu avoir des conséquences absolument dramatiques. Un inconnu a incendié un bus hier en plein centre-ville de Chalon-sur-Saône. Les 40 passagers ont juste eu le temps de sortir. Aujourd'hui, aucun bus dans la ville. Gaël Charnet, Frédéric Marchand. Voici la carcasse du bus, presque entièrement détruit. Un bus qui transportait des collégiens et des lycéens qui rentraient de l'école. Hier, vers 18h30, un des passagers met le feu à une banquette du véhicule qui s'embrase. Ce témoin a filmé la scène, car elle se déroule en plein centre-ville. Les 40 occupants ont juste le temps d'évacuer le bus. Le chauffeur quitte le véhicule en dernier. Je fais évacuer tous mes clients, je sécurise le périmètre, j'appelle les secours. Et puis, c'est des minutes qui sont très très longues. En attendant que les secours arrivent, quoi. L'auteur des faits serait mineur. Il a pris la fuite pendant l'évacuation du bus. À l'heure qu'il est, il n'a toujours pas été interpellé. Tôt ce matin, au dépôt de bus, les conducteurs choqués se sont réunis. Ils dénoncent une insécurité de plus en plus grande dans leur service. Il y a quelques mois, des caméras de surveillance avaient pourtant été installées sur certaines lignes, car les actes d'incivilité se multipliaient. On se dit, qu'est-ce qui va nous arriver demain, surtout le soir. En plus, maintenant, avec le changement d'heure, on se dit, arrivé les 18-19 heures, il n'y a plus personne dans les rues. Et si on arrive déjà à avoir des bus qui sont complètement brûlés, est-ce que la prochaine fois, on ne va pas recevoir non plus un coup de couteau dans le dos, quoi? Les conducteurs attendent des réponses et font valoir leur droit de retrait. Aucun bus ne circulera donc aujourd'hui sur la ville de Chalon-sur-Saône. Et à ce stade du journal, sachez qu'un lycéen de 15 ans a été poignardé par l'un de ses camarades ce matin dans un lycée d'Orléans. On ne sait pas exactement dans quelles conditions. L'adolescent blessé a été hospitalisé dans un état sérieux. Son agresseur
a été placé en garde à vue. Un mot aussi de l'attentat d'hier dans un local du palais de justice de Bastia. Madame Dati, ministre de la Justice, est retournée en Corse ce matin où elle était déjà hier. Elle a condamné un acte lâche et criminel. Elle a rendu visite aux magistrats commotionnés hier à Bastia. La réponse sera la fermeté, a dit Rachida Dati. À l'étranger, un mot de la situation en Birmanie. Hier, 13 personnes ont été tuées dans les manifestations, dont un photographe japonais. On revoit des images d'hier. Des centaines de personnes, et notamment des moines, ont été arrêtés. Ce matin, la plupart des magasins de Rangoon sont fermés. La police et l'armée quadrillent la ville. 10 000 personnes ont quand même manifesté, attaquées à coups de matraque par les forces de l'ordre qui ont tiré en l'air ce matin pour les disperser. En France, je reviens à la météo et à un sujet tout à fait de saison. La grippe, pour l'instant, aucun cas de grippe signalé en France, même s'il y a de mauvais rhumes. Mais c'est à partir d'aujourd'hui que le vaccin anti-grippe est disponible dans les pharmacies. Les spécialistes s'attendent dans quelques semaines, quelques mois, à une épidémie très sévère cette année. Dans le Calvados, Armel Joubert-Desouches et Nicolas S. Voici le type de vaccin antigrippal disponible depuis ce matin un peu partout. Dans cette officine située au cœur d'un village de 1400 habitants, ce pharmacien a acheté 400 vaccins en prévision des demandes. 2 heures seulement après l'ouverture, 12 vaccins étaient vendus. J'ai pas du tout envie d'avoir la grippe parce que je l'ai eu une fois, ça m'a suffi. Je suis vaccinée. Donc là, vous aviez réservé votre vaccin ou pas? Non. J'en avais parlé et puis bon, c'est le jour, alors je viens. Je suis assistante maternelle et quand on vit au milieu des enfants, il est préférable de se faire vacciner, oui, contre la grippe parce qu'elle peut être méchante certaines années. 6,26 € s'il vous plaît. La grippe est annoncée comme étant plus virulente que l'année dernière. 4 millions de personnes devraient être touchées par le virus. Je me fais vacciner tous les ans. Tous les ans? Ah oui, tous les ans, systématiquement au mois d'octobre, début octobre. Quand on a un certain âge, la grippe fait peur, effectivement. Ah ben ça fait peur parce qu'il y a des cas mortels. Hein. Il faut enfin savoir que le vaccin contre la grippe est pris totalement en charge pour les plus de 65 ans et les personnes souffrant d'une longue maladie. Et l'an dernier, 12 millions de Français se sont fait vacciner. À propos de santé, une grève d'étudiants en médecine, d'internes et de chefs de clinique depuis hier. Ils protestent contre les projets de limiter leur installation dans les zones où il y a déjà beaucoup de médecins. Ce projet de limitation aurait pour objectif de mieux répartir les médecins dans certaines zones. Vous le savez qu'on en manque cruellement. En Picardie, Caroline Bell et Stéphane de Perrois. Il y a 3 mois, ce médecin a vu partir à la retraite l'un de ses confrères, sans successeur. Désormais, ils ne sont donc plus que 2 dans le cabinet et 5 à assurer les gardes pour les 5000 habitants alentours. Son souhait, devenir un vieux médecin de campagne, il n'est plus certain d'y parvenir. C'est comme une maison qui est un petit peu bancale et il tombe une tuile, on dit oh, c'est pas grave. Hein. Ça se fissure un peu, on dit oh, on verra ça plus tard. Puis un jour, la maison elle tombe par terre en 3 minutes. Quoi. C'est ça qui va se passer. Ça peut s'effondrer d'un seul coup, la médecine générale rurale. Ça peut être un vide. En 3-4 ans, il peut partir 20 000 médecins. Hein. À 40 km de là, le pays de Conti dispose de 6 médecins pour 9000 habitants. La zone est sous-médicalisée, les patients s'y sont habitués. Parce qu'on en manque un peu, et on est habitué à venir ici. Donc, J'ai pas de soucis particuliers. Enfin, à chaque fois que j'appelle, j'ai rendez-vous dans la journée. Car ici, les médecins sont disponibles 24 heures sur 24. La solution, c'est cet homme qui l'a trouvé après 20 ans d'exercice seul. Depuis 1 an, il travaille en binôme avec une jeune collaboratrice. Il arrive à un âge où on se dit plutôt que de faire l'infarctus à 50 ans, vaut peut-être mieux lever le pied. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille une partie de la semaine chacun, ce qui permet de ne pas chercher de remplaçant pour les vacances. Pour moi qui ai des enfants en bas âge, donc j'arrive à concilier les deux avec beaucoup de plaisir et de supporter de ce fait, on va dire, les contraintes de l'exercice à la campagne beaucoup plus facilement. Des contraintes qui expliquent que tant de jeunes médecins préfèrent s'installer en ville pour y gagner mieux leur vie. Cette jeune femme a choisi la campagne où le rôle du médecin de famille a gardé tout son sens. Un mot d'actualité sociale maintenant pour vous dire qu'avec les cheminots, 5 syndicats de la RATP à Paris appellent aussi à une journée de grève dans le métro et le RER le 18 octobre pour protester contre la réforme des régimes spéciaux de retraite. 18 octobre, il faudra mieux pas se déplacer. Un mot aussi d'économie avec une nouvelle augmentation de la dette de la France, 1216 milliards fin juin. Ça fait 18 000 € par Français à rembourser un jour ou l'autre. Hier, on évoquait les premiers travaux des experts qui préparent le Grenelle de l'environnement fin octobre. Pendant un mois,
Les Français pourront donner leur avis sur Internet, notamment sur de nouvelles limitations de vitesse, de nouvelles taxes, etc., mais aussi sur des mesures concernant bien d'autres choses, les maisons et aussi l'alimentation. On va davantage favoriser, par exemple, l'agriculture bio. Depuis une dizaine d'années, le marché progresse d'environ 10% chaque année. À Rungis, Arnaud Lapère, Bernard Guerny. C'est l'heure des achats dans cet entrepôt de produits bio, le plus important et le plus ancien de Rungis. Ce détaillant fait ses courses. Essentiellement produits frais, la viande, charcuterie et tout ce qui est produit à base de légumes, des salades. Tous les produits traditionnels sont en produits bio. Tout. Effectivement, on trouve de tout aujourd'hui sur le marché bio, autrefois orienté vers une seule clientèle. Les végétariens, amateurs de tofu et autres préparations à base de soja. Ça, le saumon en bio, c'est vraiment une très très grosse vente. Parce que de plus en plus, les gens recherchent en AB, parce qu'ils ont tellement été déçus par les saumons enrichis, picousés, que là, maintenant, ils veulent plus qu'en bio. L'écart de prix avec les produits conventionnels s'est réduit. Et même si sur certains produits, il dépasse encore les 20%, le bio attire de nouveaux convertis. Le grossiste qui approvisionne ses détaillants va d'ailleurs doubler la surface de son entrepôt. Mais un nombre important de produits sont importés, entre autres d'Espagne ou d'Italie, et la filière n'est pas en mesure aujourd'hui de fournir toutes les cantines d'école. Je pense que ça serait difficile parce que la disponibilité des produits est limitée. Nous ne pouvons pas trouver tous les produits qu'on souhaite, notamment sur les gammes de fruits et légumes, toute l'année. En fait, c'est certainement un problème d'organisation de la filière. Le marché en croissance est surtout limité par les faibles surfaces exploitées en agriculture bio par la France. Elles ne représentent aujourd'hui que 2% des surfaces cultivées. Dimanche, une journée portes ouvertes de la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles. Des chiens extraordinaires formés dans des centres spécialisés et qui sont ensuite remis gratuitement aux non-voyants qui en ont besoin. À Limoges, Julie Benzoni et Sylvain Thévenard. Un homme avec sa fille sur le dos promène son chien dans les rues de Limoges. Jusque-là, rien d'étonnant. Oui, mais voilà, Mathieu est déficient visuel. Allez mon Sternous, c'est bien, t'es un beau chien. Alors ses yeux, c'est Stern, un labrador guide d'aveugle. Ces deux-là font équipe depuis bientôt 4 ans. J'ai eu un petit accident de parcours, je me suis cogné contre une porte de voiture, j'ai eu des petits ennuis de santé par la suite. J'avais la canne blanche à l'époque et c'est vraiment ça qui m'a fait prendre la décision de faire la demande pour un chien guide. Et je l'ai obtenu assez rapidement après, 3-4 mois après. Stern a été remis gratuitement à Mathieu. Allez, Stern, tu donnes la porte. Donne la porte mon chien. Très bien. L'école limousine des chiens guides d'aveugles met environ 20 mois pour former un chien comme Stern. Mais pour Béo, l'heure est aux fondamentaux. Béo, debout. Un clic, une croquette et plusieurs heures de travail par jour avec Pierre, l'éducateur. Ne pas avoir peur des bruits de la ville, éviter les obstacles, s'arrêter au passage piéton, autant de comportements que Béo devra apprendre pour être un bon guide d'aveugle. On y va, en avant, Il a beaucoup de choses à maîtriser, il a tout en fin de compte, tout, dans tout son déplacement, parce que ce qu'on a vu, je l'aide énormément, je l'accompagne énormément, je les rectifie, même si ça ne soit pas. Et ce que j'attends progressivement, c'est que lui le fasse de lui-même et se responsabilise. Dans un an, Béo sera remis à son nouveau maître. En France, ils sont 1500 chiens comme Stern à aider, accompagner et surtout à partager la vie des déficients visuels. Et dimanche, donc, journée portes ouvertes dans les centres où sont formés ces chiens absolument fabuleux. Dernier volet maintenant de notre série consacrée à l'aide aux personnes âgées. 1 million de plus de 85 ans aujourd'hui, 2 fois plus dans 10 ans et des tas de questions qu'on se pose pour les aider. Le magazine Pleine Vie que j'ai à la main y consacre une série de fiches pratiques très bien faites cette semaine, ce mois-ci. Et pour nous aujourd'hui, les aides qui permettent aux personnes âgées de rester chez elles. Il y a des aides, même si quand on est très dépendant, c'est pas facile. Enquête Isabelle Marc et Caroline Bell. Lui, c'est Monsieur Bricolage, l'homme des petits travaux indispensables dans la maison d'une dame de 87 ans. De l'aménagement de la salle de bain au changement d'ampoule, 25 personnes font appel à ce service, pourtant créé presque par hasard. On a mis ça en plus parce que je savais un petit peu bricoler. Si j'avais été musicien, on aurait pu mettre aussi un petit peu de musique.
Stimulée par des aides à la personne très diverses selon les ressources et le degré de dépendance, l'offre de services à domicile de cette association amboisienne ne cesse de s'étoffer comme partout ailleurs. Les personnes âgées peuvent vivre longtemps chez elles, mais elles ne peuvent le faire que si elles ont un soutien. C'est ce qu'il faut leur apporter, c'est cette sécurité, cette fiabilité. Et on a aujourd'hui une progression de nos services qui est de l'ordre, on va dire, de 5 à 10% par an depuis déjà une dizaine d'années. Pour Mademoiselle Dutilleul, victime d'un accident vasculaire cérébral, mais encore vaillante, l'accompagnement de l'association lui permet de rester chez elle en toute sécurité. Cela lui suffit. Je ne suis pas dépendante. Je ne suis pas dépendante, mais on ne sait pas. À l'avenir, si un jour je suis grabataire, le problème ne sera pas le même. Geneviève, elle, souffre d'une maladie évolutive qui la cloue au lit depuis quelques mois. Pour l'en sortir, ses appareils ne suffisent pas, il faut aménager la maison. Son mari a donc fait appel à une spécialiste du handicap, une ergothérapeute. Dans un premier temps, on analyse les besoins de l'autonomie de la personne, ses capacités restantes. Et en fonction de cette autonomie, on regarde l'environnement de la personne immédiat et on essaye de mettre en adéquation cet environnement avec cette possibilité d'autonomie. Mais une solution simple comme une plateforme pour permettre à Geneviève de sortir reste chère, car les aides financières, fiscales ou autres, sont insuffisantes. C'est donc grâce aux économies du couple que cette femme de 78 ans peut rester chez elle, auprès de son mari. Elle se trouve mieux ici. Moi, je suis toujours là, donc même la nuit. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On s'en sort comme ça. On s'en sort pas si mal que ça. Pas si mal que ça, vous voyez. L'aide aux personnes âgées, voilà pour cette série. On y reviendra bien évidemment très souvent dans les prochaines semaines dans ce journal. Autre chose, tout à l'heure on parlait du manque de médecins à la campagne pour des raisons très différentes. Le problème est exactement le même pour les curés. La plupart de ceux qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. Dans le Cantal, avec un prêtre de 75 ans qui s'occupe à lui tout seul de 17 paroisses, Laurent Menet, Guillaume Frixon. La Roquebrou dans le Cantal, petite bourgade de moins de 1000 habitants. Il n'est pas 9 h, le père Marcel Orion se prépare à célébrer son premier office de la journée. À cause de la pénurie de prêtres, le père Orion doit à 75 ans reprendre du service. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. 45 minutes chrono en main, le père Orion est attendu dans une autre paroisse distante de plus de 50 km. Cet homme d'église passe parfois plus de temps sur les routes qu'à célébrer la messe. Oh, je crois que le mois dernier, j'ai dû faire à peu près 3000. 3000 km en un mois. 10h30 à son arrivée à Saint-Cyrgue de Jordanne, tout a déjà été préparé pour l'office du jour. Le père Orion dispose ici d'une équipe de laïcs très dévoués. Il y a une équipe ici qui a choisi les lecteurs. D'autres ont fait la décoration, d'autres vont apporter le pain, le vin. Ils me préparent tout, j'avais tout de préparé quand je suis arrivé, y compris le vin dans le calice. Et je suis très content que ça se passe comme ça, quoi. Malgré ce dévouement, le père Orion officie dans 17 paroisses du département. Beaucoup de petites églises sont privées de messe le dimanche. Le nombre de curés ne cesse de baisser au fil des années. Tout à fait autre chose, un événement exceptionnel à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche à Toulouse. La vente aux enchères d'1 millier de pièces détachées du Concorde. Pauvre Concorde, un si bel avion disparu trop tôt à Toulouse. Pascal Michel et Paul-Étienne Zahn. Voici la pièce la plus convoitée de cette vente aux enchères. Le Mac-mètre, gradué jusqu'à Mac 2, mise à prix entre 1500 et 2000 euros. Elle est là, la magie de Concorde. S'extasier devant une roulette de train arrière, tomber amoureux d'un instrument de navigation ou rester en arrêt devant une lunette de toilette. 783, c'est une vanne d'éjection de conditionnement d'air. C'est un avion sur lequel a travaillé mon grand-père, dans lequel ont volé mes parents. Moi, j'ai jamais pu monter dedans, donc j'aimerais bien avoir un exemplaire d'une de ces pièces. C'est beaucoup mieux de penser que ça va aller soit dans des musées, soit chez des particuliers, et que ça ne va pas, comme malheureusement beaucoup d'avions dans l'histoire, aller à la ferraille et être fondu pour faire des poêles à frire ou je ne sais trop quoi. 1000 pièces en tout seront mises aux enchères jusqu'à lundi. Premier prix, 50 euros, mais les collectionneurs seront nombreux, venus du monde entier. Et en plus, on spécule sur le fait que ce soit Concorde. Donc Concorde, un avion mythique, un avion unique.
En 2003, lors de la première vente de pièces de Concorde, les prix se sont envolés à vitesse supersonique. 94 000 € pour un Mac-mètre. Le nez de Concorde, lui, s'est arraché à 470 000 €. Après notre bel avion défunt, on passe aux deux roues avec l'ouverture du mondial du deux roues, porte de Versailles à Paris. Il y en a pour tous les goûts, des motos, des scooters, des vélos, des deux roues partout et des nouveautés. Hervé Pijane, Éric Baillon. Au mondial du deux roues, engin à 3 ou 4 roues accepté. Bel esprit d'ouverture pour un salon qui accueille également les vieilles gloires, telles ce Isolex. Carrossé par l'italien Pininfarina, il est désormais électrique et possède une autonomie de 40 km, idéal pour les déplacements urbains à la vitesse vertigineuse de 35 km/h, tout comme son illustre prédécesseur. Le moteur n'est plus à l'avant, il est dans le moyeu de la roue arrière. Donc le poids est beaucoup plus bas et la stabilité est bien meilleure et la maniabilité aussi. À l'avant, le cylindre noir abrite désormais un mini-coffre. Besoin d'un peu plus de place, c'est alors le cargo scooter qu'il vous faudra, jusqu'à 80 kg de charge et un volume de 150 litres, l'équivalent d'un petit coffre de voiture. Par rapport à un gros top case sur le porte-bagages, là on a donc descendu la charge, on l'a positionné entre les deux roues, abaissé le centre de gravité de façon à sécuriser en fait le transport de charge. Côté quad, coup de chapeau pour ce constructeur coréen, le seul à proposer un modèle adapté aux personnes handicapées. Tout est prévu pour le fauteuil et les commandes sont toutes sur les poignets. Motos, scooters ou vélos, les deux roues ont en ce moment en France le vent en poupe. Et pour certains constructeurs ou designers, les idées ne manquent pas, on peut même dire qu'elles fleurissent. Et puis on passe aux 4 roues avec un mot du Grand Prix de Formule 1 du Japon que les leftos pourront suivre en direct sur TF1 dimanche matin à partir de 6h15 avec l'excellent magazine F1 à la une juste avant. Aux essais libres dans la brume du mont Fuji, vous envoyez quelques images. Eh bien les deux McLaren d'Hamilton et d'Alonso sont déjà devant les deux Ferrari de Raikkonen et Massa. Et aux premiers essais libres ce matin, c'était l'inverse. Les Ferrari étaient devant les McLaren, à noter les 6e et 7e temps des deux Renault. Et puis dimanche, il y aura aussi bien sûr le dernier match de poule de l'équipe de France de rugby dans la Coupe du Monde. C'est notre journal de la Coupe du Monde avec Caroline Henry. On espère que ce ne sera pas le dernier. Il faut battre la Géorgie dimanche, 15h, en direct de Marseille, face à la Géorgie. Nos joueurs vont quitter Marcoussis demain et d'ailleurs, ils n'y reviendront pas dormir. Les règles leur imposent pour la suite des hôtels officiels de l'organisation. Marcoussis, dernières heures vécues par Pierre Perronnet, Renaud Villain et Mathieu Dupont. J'en prends un peu parce que... C'est la corvée du jour. Chaque joueur vient prendre son lot de cartons. L'équipe de France s'apprête à quitter son antre. Plus de force que de gré. On s'attache à des gens, ça fait 2 mois et demi qu'on est avec eux. On vit comme petite famille aussi. Donc c'est vrai que partir, bon, ça fait un petit placement au corps. Ils vont nous manquer, parce qu'on s'y attache quand même. Et puis ça fait 5 ans qu'on les supporte et qu'ils nous supportent. Et la cohabitation était des plus chaleureuses. Alors aujourd'hui, il pleut sur Marcoussis. Et dans le bar-restaurant dans lequel se retrouvent tous les rugbymen du cru, l'ambiance est carrément maussade. C'est sûr que ça fait chier quoi, que la France ne dorme plus là, quoi, en espérant qu'ils s'entraîneront encore ici. Quoi. On espère vraiment fortement qu'ils s'entraînent encore là, parce que bon, ça fait quand même partie du patrimoine de la ville. L'équipe de France est chez nous et on en est fiers. Quoi. Oui, l'équipe de France reviendra bien s'entraîner ici, mais elle logera plus loin, à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. 1h30 de trajet par jour et des passages plus furtifs. Je vais être triste de ne plus leur faire coucou quand je les croise dans le car, de klaxonner. Si, ça va être quand même un petit manque. On va s'habituer à ce qu'ils ne soient plus là, mais au début, oui, ça va faire une cassure. Une cassure dans le rythme de vie de l'équipe de France. Aujourd'hui Marcoussis, demain Marseille, lundi Cardiff ou Neuilly. Pour être champion du monde, il faut voir du pays. Et ce sont eux-mêmes qui font leur bagage. Ça aussi, c'est sympathique. France-Géorgie au stade Vélodrome, dimanche, Caroline. Ce sera à 15h. Le stade Vélodrome qui est le temple du football, mais qui, depuis le début de cette Coupe du Monde, vibre avec le rugby. Ils ont reçu notamment les All Blacks, les Marseillais. Cette fois, ils sont ravis de soutenir les Bleus. Sur place, Olivier Lortios et Jean-Yves May. Cela fait 3 semaines que le rugby a débarqué à Marseille. Et sur le Vieux-Port, le sujet fait frétiller les conversations. Il faudrait faire venir Bernard Laporte à l'OM. C'est du ballon? Là, oui, il bougerait un peu. Là. Ils sont pas beaux. Tu as vu ces mecs, là. Ça, c'est des hommes. Les autres, ils font ça au ballon. Là. On dirait qu'ils ont perdu. C'est pas bon le rugby. Comment tu parles de l'équipe de Marseille? L'équipe de Marseille. Ils vont te pendre ici, il a dit. Ils vont te pendre ceux de l'OM, là. Où tu vas? L'OM, forcément. Mais dans la cité du ballon rond, on est tolérant avec le petit frère ovale
qui réussit même à enflammer les supporters de foot les plus ardents. Bon, l'OM, il n'y a que ça de vrai, hein. Le reste, ça compte pas. Mais le rugby, putain, c'est démentiado à toper. Et il faut que ça marche, il faut qu'on gagne. Et on trouve déjà des sélectionneurs en puissance, encore un peu imprécis. Je vois qu'il a aligné la même équipe qu'ils ont perdu contre l'Argentine. Voilà, il n'a pas mis Chabat. Dans la ville, les décorations restent malgré tout discrètes. Le cœur du rugby bat ici, dans cette petite rue. À chaque match, elle est bondée, regroupée autour du bar comme dans une mêlée. Les aficionados rêvent d'un grand club à Marseille. Les Marseillais ne demandent qu'à s'enflammer pour le rugby. Les Marseillais aiment le rugby. Et ceux qui n'aiment pas aujourd'hui se rendent compte qu'il y a des vraies valeurs dans le rugby et ils ne demandent qu'à les découvrir. Ce grand club est peut-être en train de naître avec ses juniors. Dimanche, le Vélodrome sera plein et on aime à rappeler ici qu'il est le stade fétiche du 15 tricolore. Et on croise les doigts pour dimanche. Bon, la Géorgie, c'est difficile, mais moins difficile que l'Argentine. Et puis, il y a un autre match important dès aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez ouvert la fenêtre du studio sur le Parc des Princes entre l'Angleterre et les Tonga. Oui, ce sera ce soir. Les Tonga qui affrontent l'Angleterre tenante du titre. Match à enjeu, un match qualificatif pour les quarts de finale. Si les Anglais sont battus, eh bien, ils deviendraient la première équipe éliminée dès les phases de poule. Les Tonga, c'est 110 000 habitants, dont 1 sur 10 est rugbyman. Cette équipe a conquis les spectateurs partout où elle passe. Regardez avec Sylvain Roland et Arnaud Ifergan. Ils sont arrivés à Paris comme ils ont quitté Montpellier, le sourire aux lèvres. Gaieté, gentillesse, tous ceux qui ont approché les Tongiens s'accordent sur ces mots. Et même quand la pression monte, quand les caméras du monde entier viennent scruter ceux qui pourraient éliminer les champions du monde en titre, les Tongiens, eux, continuent à rire et à s'amuser. J'espère demain tout le français public avec nous. Le soutien du public. Dans leur parcours historique dans cette Coupe du Monde, les Tongiens l'ont gagné partout. Retour à Montpellier il y a quelques temps. Le Tonga vient de battre les Samoa, un match dur. Mais malgré la fatigue, les joueurs se rendent à une réception en l'honneur des bénévoles de la Coupe du Monde. Ils chantent et prient comme toujours. Et comme toujours aussi, leur naturel séduit. Ils sont très beaux, il faut avouer que ça manque pas de charme. Jusqu'à présent, Tonga n'avait jamais gagné 2 matchs en Coupe du Monde et voilà qu'il pourrait aujourd'hui se qualifier pour les quarts de finale. Tout le monde à Tonga attend pour cette match et j'espère nous gagner. Tonga, un archipel de 170 îles à l'autre bout du globe, où 110 000 cœurs vont battre ce soir au rythme du Parc des Princes. 21h, match capital pour les Anglais et les Tongiens. C'est la même chose en direct sur Eurosport. Une petite image sympathique. Et oui, regardez, vous le savez, le rugby est devenu un sport national et ça intéresse tout le monde, y compris jusqu'au pôle Nord. Regardez les scientifiques de l'expédition Tara qui se laissent dériver sur la banquise pour étudier l'environnement, se défoulent comme ils peuvent. Ils n'ont pas chaud, mais ils ont quand même tenté un haka version glacée. Et là, ils jouent donc au rugby. Observez les poteaux de rugby, c'était des skis, tout simplement plantés dans la glace. Et un essai en pleine banquise, ça a du style quand même. Voilà, et on les salue car je sais qu'ils nous regardent tous les jours par Internet, chez eux, dans la glace. Lié indirectement, tout à fait indirectement au rugby, Caroline me rappelait que l'endroit où on va aller, Font-Romeu, c'est un endroit qu'adorent les Bleus. C'est là qu'ils se sont entraînés une bonne partie de l'été avant la Coupe du Monde. Font-Romeu, où la neige est arrivée hier. Ça nous ramène aux conditions météo un peu plus hivernales, un peu plus tôt que d'habitude. Font-Romeu, Jean-François Garcia, Patrick Couper, Frédéric Bernheim. Des sommets qui commencent à blanchir, des températures négatives, c'est la fin de l'estive dans les Pyrénées-Orientales. Jean Roseille appelle son troupeau. Il le connaît bien et sait qu'il lui tarde de se mettre au chaud. À une semaine près, elles n'ont pas besoin de calendrier pour savoir le moment qu'il faut descendre. Et ce matin, elles étaient toutes à la porte. Si elles avaient pu ouvrir la porte, elles descendaient déjà au village. Le village où il est tombé quelques centimètres de neige. Elle n'a tenu certes que 2 à 3 heures, mais qu'importe, il fait désormais froid. Et pour cette station de ski qui a beaucoup souffert la saison dernière, une grosse giboulée blanche, très précoce et de bon augure. Très bon présage pour l'avenir de la saison, pour les gens qui vont venir, pour le travail, pour les saisonniers, pour tout le monde. Tout le monde va tirer son petit parti de cette neige qui va tomber. Ça fait toujours plaisir parce qu'on rallume la cheminée, on est là, on est dans le chalet, on est au chaud et on attend impatiemment cet hiver. Là, l'intersaison est un peu longue, mais dès qu'il neige, c'est vrai que ça
ça donne un bon coup au moral. Font-Romeu est toute une région de montagne où l'on a basculé plus tôt que prévu dans les habitudes de la saison froide, où l'on espère vivre aussi un automne et un hiver rigoureux. Voilà, même chose dans les Alpes où nous étions tout à l'heure. Pendant ce temps-là, au bord de la mer, ce sont les grandes marées d'équinoxe, coefficient 112 en ce moment, grande période pour la pêche à pied, pour prendre l'air et faire quelques économies. À Plouguerneau, Guénel, Théo, Christian Roche. C'est l'un des loisirs les plus appréciés, l'une des promenades les plus vivifiantes, mais aller à la pêche à pied est aussi l'une des sorties les plus économiques. Ça reste quand même tout à fait intéressant dans la plupart des cas, sauf quand on revient bredouille ou presque. S'ils avaient dû acheter chez le poissonnier leur dizaine d'ormeaux, ces deux copains auraient déboursé près de 75 €. Et à ce prix-là, plutôt crapahuté que payé. Ça tombe pas tout cuit dans le panier. Quand il faut marcher sur le Gouémont pour arriver presque à l'île Vierge, il faut être acrobatique. Là. Plus facile à capturer, l'étrille, l'un des produits de la mer les plus recherchés. En abondance, ce petit crabe au goût très fin a un coût lui aussi. Une légère baisse de fréquentation de la clientèle est parfois constatée par les professionnels les jours de grande marée. Un peu quand c'est en période scolaire, bien souvent, quand les familles, ils vont en famille, gratter un peu. À 10 € environ le kilo de crevettes vivantes, de nombreuses personnes optent pour l'avenot. Petite tartine de beurre, ça va être merveilleux. À l'heure où ce couple de vacanciers rentre ravi de sa partie de pêche, d'autres font le choix de rester fidèles à leur poissonnier. Les coquillages, forcément, ça coûte moins cher d'aller les ramasser. Mais si on a besoin d'un choix particulier, la pêche, c'est un peu aléatoire. Avant, il y avait des bigorneaux, mais ce qui paraît, maintenant, ils sont devenus femelles, je ne sais pas ce qui se passe. Ils ont tout viré leur culte. Rassurez-vous, homards et langoustines, eux, restent fidèles à leur réputation. Vous ne les trouverez ni sur la plage, ni sur les rochers, mais bien chez votre poissonnier. Et c'est vendredi, c'est le jour. Gros coup de froid cette semaine, ça va s'arranger, dit-on, ce week-end. Et ce sera peut-être l'occasion de préparer le jardin pour l'hiver. Il y a du boulot. À Rennes, Charlemoix, Xavier Boucher. Dans un jardin, c'est sûr, il y a toujours quelque chose à faire. Fin septembre, c'est le moment de tondre sa pelouse ou de tailler ses haies et ses arbustes juste avant l'hiver. Et si l'outil thermique est plus pratique car plus rapide, rien ne vaut une bonne vieille cisaille. Paraît-il que quand on taille avec un appareil électrique, ça stresse l'arbre. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas rentré à l'intérieur pour voir. Mais enfin bref, paraît-il que ça les stresse. Et souvent, ils crèvent. C'est l'heure aussi de préparer ces parterres de